Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo, le meilleur de l'actualité en Vendée, c'est maintenant. Et la semaine du 20 au 24 juin a bien sûr été marquée par les répartitions de la dernière carte scolaire pour les écoles primaires. En septembre, beaucoup de mouvements sont annoncés avec pas moins de 26 ouvertures, comme à la Chapelle-Hermier, Paluot ou encore Cugan. Si une trentaine de classes pourraient ouvrir, ce sont toutefois 32 autres qui devraient fermer. Grandland, la Caillère Saint-Hilaire, Fougeray ou encore Rive-de-Lyon sont concernés. Aurélien Hullard vous propose de découvrir le combat de ces écoles menacées. Notre journaliste s'est rendu à Rive-de-Lyon pour faire le point sur la situation. Incompréhension et colère à l'école élémentaire Françoise Dolto de Saint-Florent-des-Bois. Le 16 juin dernier, le CTSD, le comité en charge de la carte scolaire, annonce la fermeture d'une des 6 classes de l'établissement. La directrice académique s'est appuyée sur une prévision de 128 élèves en septembre prochain, alors que l'école en comptait 140 cette année. Une prévision établie au 1er juin, mais depuis, 3 inscriptions supplémentaires ont été enregistrées, dont celle d'un enfant ukrainien en situation de handicap. Ce qui nous interpelle surtout, c'est le fait que la directrice académique ne tienne pas en compte les chiffres après le 1er juin. Ça, on n'arrive pas à le comprendre parce que ça a été remonté, c'est donné dans une base de données par les directeurs et elle ne veut pas l'entendre et elle ne veut pas les compter. Donc on se dit, si elle ne les compte pas là mais qu'elle les compte au mois de septembre, les enfants font leur rentrée, on se rend compte qu'il y a trop de monde, il faut répartir tous les autres élèves dans une classe, donc changement de copains, changement de maîtresse, c'est une désorganisation pour les élèves. Alors les enseignants, on sait qu'ils vont anticiper le problème, mais on ne comprend pas cette logique. L'inquiétude est grande car le nombre d'élèves pourrait encore augmenter après la réouverture de l'ère des gens du voyage prévue à la fin de l'année. En l'état actuel des choses, accueillir 131 élèves dans 5 classes est une problématique pour la direction. C'est une moyenne à 25,6, voire plus. 25,6, c'était à 128 élèves. Donc 131, ça porte la moyenne à 26 élèves par classe. Il y a une mesure qui a été prise nationalement pour plafonner donc, les classes de CP et de CE1 à 24. Si on tenait compte de ce plafonnement, il nous resterait 85 élèves en fait, à répartir dans 3 classes, qui porterait la moyenne de ces 3 classes à plus de 28. Les parents en colère sont mobilisés. Une pétition a déjà recueilli 200 signatures. Un tractage est prévu ce samedi matin, ainsi qu'une manifestation dans le bourg de Saint-Florent le 2 juillet. Des actions soutenues par la municipalité qui, elle aussi, s'oppose à cette fermeture de classe. Un certain nombre d'actions vont être menées. Effectivement, on va solliciter un rendez-vous auprès de la directrice pour essayer de plaider notre cause. Et puis, dans un deuxième temps, si nous ne sommes pas entendus, nous envisagerons avec le conseil municipal un éventuel recours contre cette décision que nous trouvons injuste. La DSDEN, la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, qui ne souhaite pas s'exprimer sur un cas particulier, précise que la décision n'est pas définitive et qu'un constat réel des effectifs sera effectué à la rentrée de septembre. Et outre la formation, la question du logement a aussi refait surface cette semaine. Le conseil départemental s'est réuni cette semaine aux Herbiers pour sa réunion du 2e trimestre. À retenir cette enveloppe supplémentaire de 30 millions d'euros pour l'immobilier débloquée par le département. Parmi les autres annonces sur ce dossier, l'accélération de la construction de logements sociaux en passant de 250 à 400 par an. À noter aussi un soutien financier du département aux communes pour que celles-ci se lancent aussi dans la construction de logements ou encore l'expérimentation de logements temporaires pour les nouveaux salariés. En sport, à noter le retour des skippers en Vendée après l'arrêt de la Vendée Arctique. Pour l'occasion, le ponton était accessible au public, nombreux pour accueillir les participants. Pour cette 2e édition, raccourcie pour cause de tempête du côté de l'Islande, c'est le navigateur Apivia Charlie Dalin qui s'est offert la victoire. Le reportage sur place, il est signé Alix Lanos. C'est une arrivée et une course qu'il ne risque pas d'oublier. Car rien ne s'est passé comme prévu pendant cette Vendée Arctique à qui la météo a joué bien des tours jusqu'à stopper la course sans pouvoir faire le tour de l'Islande. En tête depuis le début, c'est Charlie Dalin qui a franchi la ligne d'arrivée virtuelle le premier et signe ainsi sa 2e victoire consécutive en solitaire de cette saison. Il n'y a pas le rituel classique de la ligne d'arrivée, donc c'était un peu spécial quoi. Et puis donc il y a ce passage de ligne virtuelle et puis après l'annonce de la victoire et voilà, je ne me rendais pas du tout compte de rien et voilà là je commence un petit peu à me rendre compte. Quelques minutes après le skipper d'Apivia, c'est Jérémy Bayou qui arrive à son tour.
Et même si le compétiteur est un peu frustré de cette deuxième place, il reconnaît que la décision de stopper la course était nécessaire. À un moment, il faut savoir dire stop. Et voilà, ce qui est bien, c'est que c'est la direction de course qui a pris les bonnes décisions pour nous. Et aujourd'hui, ou demain, tout le monde va être à bon port. Voilà, il y a des bateaux un petit peu abîmés, mais c'est que des bateaux, donc voilà, c'est comme ça. À peine arrivé, le skipper de Charal a déjà la tête dans sa prochaine course et surtout son prochain bateau. Et il n'est pas le seul. 3e sur le podium, Thomas Ruyant analyse déjà ses erreurs et se projette pour la suite. La saison est loin d'être finie. Et c'est vrai que l'objectif principal pour moi cette année, il y a la Vendée Arctique évidemment, mais la route du Rhum reste le gros objectif. Donc voilà, je sais quoi travailler avec l'équipe aussi. Ce qui est bien, c'est que je reviens avec un bateau en super état. On va essayer d'encore progresser pour essayer de renouveler des arrivées en tête. C'est tout ce que je me souhaite, ce que je souhaite à l'équipe. Tous sont évidemment dans un coin de leur tête le Vendée Globe 2024. La Vendée Arctique était la première des 5 courses qualificatives pour l'Everest des mers. Et des nouvelles d'Amaury Guérin, le jeune skipper s'était lancé le 11 juin dernier à l'assaut du cercle polaire arctique lui aussi, mais avec des escales et de l'assistance. Le but de ce voyage, faire notamment des prélèvements de plancton et les analyser, c'est de l'océanographie préventive. L'étudiant de 19 ans vient de quitter le nord de l'Écosse, il fait cap ce week-end vers la Norvège. Je peux avoir des premiers résultats déjà, c'est-à-dire que je peux avoir des images du plancton, je peux avoir des statistiques aussi de concentration de plancton. Mais en revanche, sur mon voyage aller, en tout cas, il ne va pas y avoir d'exploitation de ce qui a été collecté dans un but scientifique. C'est-à-dire qu'on va uniquement valider que l'échantillon soit bien conforme. Et on ne va pas essayer d'en faire quelque chose. Le but, c'est uniquement vraiment de valider le bon fonctionnement des outils, de valider leur ergonomie et pour ensuite pouvoir faire des prélèvements avec plusieurs bateaux. Retour en Vendée avec un phénomène de plus en plus inquiétant pour les pompiers du département. Les appels injustifiés auprès des centrales d'appel. Rappelons tout de même que contacter les soldats du feu est fortement déconseillé pour demander un conseil ou renseignement. Quant aux canulars, ils peuvent être l'objet de poursuites pénales. Petit rappel avec Colline Davy et le S10 de la Vendée. 18 ou 112, en cas d'urgence, ce sont eux les premiers interlocuteurs. Pompiers de la Vendée, j'écoute. Dans le centre de traitement des appels du SDIS, 200 000 requêtes sont reçues chaque année. Et ils sont 4 opérateurs en moyenne présents pour répondre à toutes les demandes. Premier cas, ça ne relève pas de nos services, donc on transfère directement, on crée un dossier qu'on transfère au service extérieur. Deuxième cas, ça relève de nos services, donc identification du lieu, la commune, l'adresse, la nature de l'appel. Des appels injustifiés, non urgents, voire malveillants, qui perturbent le fonctionnement du centre. Ne pensez surtout pas que quelqu'un d'autre a pu alerter les secours. Donc si vous avez le moindre doute, appelez les sapeurs-pompiers pour être sûr que la demande de secours a été prise en compte. En revanche, appeler de façon injustifiée pour une raison qui ne relève pas de l'urgence perturbe le fonctionnement du centre de traitement d'alerte. C'est du temps perdu et c'est surtout de l'indisponibilité pour cet opérateur qui, par ailleurs, pourrait prendre une réelle urgence en compte. On relève malheureusement régulièrement des appels malveillants, des gens qui s'amusent à appeler plusieurs dizaines, voire centaines de fois les sapeurs-pompiers. Ces appels peuvent conduire à des procès. L'an dernier, un homme a été condamné à plus de 3 000 € d'amende pour avoir passé 125 appels. Un geste qui peut être dangereux, notamment à l'approche de l'été. Alors, le département de la Vendée, il est soumis à un fort attrait touristique et c'est une très bonne chose. Donc le service s'adapte en organisant une réponse opérationnelle plus performante, en augmentant le nombre d'opérateurs présents quotidiennement pour faire face à un nombre d'appels plus important et de fait à un nombre d'interventions plus important. Mais effectivement, les bonnes consignes qui veillent à ne solliciter les sapeurs-pompiers qu'à bon escient et de façon justifiée, il est plus que jamais important de rappeler en cette période estivale. L'effectif des opérateurs est doublé en juillet et en août. Ce n'est pas une raison pour composer le 18 à tout bout de champ, car les interventions, elles aussi, sont doublées. Le CODIS, c'est un opérateur non-joueur. Et puis les 40 ans de la fête de la musique, plusieurs événements étaient organisés ça et là sur le département cette semaine. Parmi les concerts, celui du groupe Reverb. Les musiciens se sont produits à la maison d'arrêt sous le regard séduit des détenus. Alix Lanos et Inès Bonnet.
Pendant près d'1 heure, la cour de promenade s'est transformée en scène musicale. Devant une quinzaine de détenus de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, le trio Reverb est venu célébrer ici aussi la fête de la musique. Moi, c'est la première fois que je viens dans une maison d'arrêt, mais pour moi, tout ce qui est... Enfin, c'est pas la même chose, mais malgré tout, maison d'arrêt, hôpital, maison de retraite, tout ça, pour moi, ça fait complètement sens d'aller jouer pour ces personnes-là. Je pense que ça les touche, qu'on vienne jusqu'à eux, en fait, parce que je pense que c'est pas si souvent. Touchés, ils l'ont été, en effet, par la musique et par les mots. Les yeux des vieux ne sont plus bleus chez les femmes. Le temps d'un concert, oublier sa condition de détenu pour n'être plus qu'un spectateur. Ça, c'est important de montrer que nous ne sommes pas différents des autres. On a les mêmes sentiments que les gens d'extérieur et ça, c'est important. Entre les textes, les thèmes des chansons et les envolées, comme vous dites, ça permet aussi de ressentir quelques émotions. Ça fait partie des moments d'évasion, on peut dire. Il y en a peu, mais faut en profiter. Et célébrer la fête de la musique, c'est aussi garder un lien avec le monde extérieur. La prison n'est pas un lieu hors de la ville et hors de la société. La tenue de ces manifestations en prison, elle, au-delà du caractère agréable du moment qui est vécu, elle rappelle aussi aux gens qu'ils ne sont pas relégués et qu'ils appartiennent, voilà, encore, nonobstant cette condamnation, ils appartiennent encore au monde, tout bêtement. Organisés par la ville de La Roche-sur-Yon, d'autres concerts pour des publics dits empêchés ont également eu lieu, au service pédiatrie du CHD et pour les patients de l'hôpital Mazurel. Et enfin, Philippe Guérin vient de s'élancer dans une expédition pour rallier à vélo la ville de Pierrefitte-Nestalas, c'est dans les Hautes-Pyrénées, ville avec laquelle la commune du Nord-Ouest vendéen est jumelée depuis 2016. C'est un reportage de Colline Davy. Dernier coup de pédale avant la pause, car le chemin, lui, est encore long. Ces cyclistes relèvent un défi lancé par le maire, relier la commune jumelée de Pierrefitte-Nestalas en vélo. 5 étapes et presque 600 km. Alors c'est venu d'une idée un petit peu folle, il y a 3 ans. On était à Pierrefitte-Nestalas et à l'inauguration de l'esplanade de Froidefond. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, quand j'ai pris le micro pour les discours, j'ai dit, écoutez, la prochaine fois qu'on vient à Pierrefitte, on vient à vélo. Et là, stupeur dans tous les rangs. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Alors une 50aine de sportifs ont accepté le pari. Formidable! Super! Si certains sont des cyclistes aguerris, pour d'autres, ces longues distances sont une grande première. 85 km à 23 de moyenne, c'est des choses que j'avais jamais fait. Je suis super contente de l'avoir fait, hein, c'est vrai, bien contente d'être arrivée, mais vraiment enchantée d'avoir réussi à faire ça parce que j'avais jamais fait. Oui, on est fatigué à l'arrivée, mais bon, j'ai la facilité, je récupère assez rapidement. Alors bon, ça y est, hein, maintenant, j'en ferai pas d'autres cet après-midi, mais je remonte sur le vélo demain matin. De 19 à 72 ans, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux grâce au suivi logistique. Des minibus derrière chaque groupe et un camion pour fermer la marche. Un moyen d'intégrer un maximum de Froidefondais au projet. On est loin d'avoir que des professionnels et on voulait l'offrir à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a créé des étapes et on s'est dit si les gens souhaitent arrêter à bout de 40 km, il faut qu'on puisse reprendre les vélos, avoir des minibus pour pouvoir les emmener et vivre tout ça ensemble en fait. Et surtout, au bout du bout, on rentre dimanche prochain, il va falloir ramener tous les vélos en Vendée. Donc il nous fallait aussi un véhicule pour rentrer dimanche. Ce défi sportif ne convient pas forcément aux enfants, mais eux aussi participent au jumelage, de manière artistique plutôt avec un échange de dessins entre écoles. Et on leur souhaite surtout bon courage. C'est la fin de votre hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Votre prochain point, rendez-vous avec l'actualité, ça revient dès lundi, dès 7h du matin avec Caroline Tronche. Et nous aurons bien sûr le plaisir de se retrouver pour les éditions de 12h30. Pour le reste, bonne journée, bon week-end à vous. Et puis reposez-vous bien. Allez, à lundi.